Tu veux dire? Mais si les gens savent qui t'es, c'est que tu as échoué en vie privée. Ok. Oui, exactement. Oui. Donc, Ok. Sébastien Gams, professeur, tiens, pourquoi il n'est pas là, Jean-François? Professeur au département d'informatique depuis combien de temps? 2016, Depuis janvier. 2016. Et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le traitement, le traitement éthique et privacy preserving des données massives. Et voilà. Donc, les membres du LATES, c'est surtout ça son point le plus fort. Il est intervenu dans plusieurs forums publics pour la défense de privacy, preserving ethical analysis of big data. Et aujourd'hui, il va nous parler du blanchiment Blanchiment éthique. du blanchiment éthique d'algorithmes. Ok, mais merci pour l'introduction. Premièrement, est-ce que je peux vérifier si à distance vous m'entendez? Si quelqu'un. Oui, c'est Oui. bon, on entend. Ok, j'ai la confirmation. Donc je suis désolé, je vais parler en français, mais mes transparences sont en anglais, donc j'espère que c'est ok pour vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une ligne de travail que j'ai fait avec des collègues depuis 5 ans sur le blanchiment éthique en apprentissage machine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Et puis le terme, je vais définir évidemment ce que ça veut dire dans le contexte de l'apprentissage machine. Mais juste pour une petite introduction, je pense que vous en êtes tous conscients, mais l'apprentissage machine, en particulier les modèles qui sont créés à partir de nos données, sont utilisés de plus en plus dans de nombreux aspects de notre société, incluant dans ce qu'on appelle en anglais les high-stake decision systems, donc les systèmes à fort enjeu. Et je vous ai mis par exemple, donc là je l'ai pris en français, j'ai regardé la législation qui vient juste d'être passée en Europe, le AI Act. Donc en fait, ça définit des niveaux de risque pour les systèmes d'IA. Et dans les systèmes à risque élevé, on a par exemple tout ce qui est les infrastructures critiques, tout ce qui est formation éducative et professionnelle. Donc par exemple, si on a un jour à l'UQAM un système d'IA qui analyse les dossiers des étudiants pour les admettre ou non, ça peut inclure aussi évidemment tout ce qui est l'utilisation de l'IA dans la santé, l'analyse des CV des travailleurs ou le droit ou pas d'avoir accès à un bénéfice social, tous les services répressifs, donc si on commence à analyser les dossiers criminels avec des systèmes d'IA, tout ce qui est la gestion de la migration, donc au Canada par exemple, il y a beaucoup de questions sur le délai de traitement des dossiers, il y a des projets pilotes sur utiliser des systèmes d'IA pour aider à décider quel profil devrait être prioritaire ou pas pour l'immigration. Et évidemment, ça peut aussi avoir des impacts sur tout ce qui est administration de la justice. Donc, dans ces systèmes-là, il y a des enjeux éthiques qui émergent. Donc, un des enjeux qu'on voit émerger, c'est par exemple le risque de discrimination. Donc là, par exemple, c'est une étude d'un logiciel utilisé aux États-Unis qui s'appelle Compass, qui est utilisé pour prédire le risque de récidive. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit laisser ou pas un individu sortir en avance de prison? Et pour ça, on essaie d'évaluer le risque qui va récidiver. Et en fait, il y avait un collectif qui s'appelle ProPublica qui avait analysé cet outil et montré que si vous étiez afro-américain à profil égal, en termes par exemple d'historique criminel, ben, le système a 2 fois plus de chances de vous prédire à haut risque que si vous êtes un blanc caucasien. Donc on voit que évidemment, s'il y a des biais dans les données, le système va les reproduire. Et ce qui amène à de plus en plus d'initiatives, je dirais depuis 2018 ou depuis 5 ans, à demander à ce que les systèmes qui soient développés respectent certains enjeux éthiques. Donc à Montréal, par exemple, on a eu en 2018 la déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'IA. Donc c'est plutôt une déclaration éthique avec des grands principes. Donc il y a eu beaucoup de signataires, mais ce n'est pas très contraignant pour les entreprises. En gros, c'est l'entreprise s'engage à justement essayer de respecter la vie privée, l'équité, l'interprétabilité, mais ce n'est pas un engagement légalement contraignant, en fait, c'est plutôt une déclaration de principe. Mais on a des lois qui sont arrivées récemment. Donc, en particulier en Europe, on a une mise à jour de la loi sur la vie privée en 2018, dans lequel on voit au-delà de la vie privée apparaître le droit à l'explication et le droit à l'équité. Donc, je vais le mentionner juste après. Je voulais juste mentionner aussi, on est en plein dans l'actualité parce qu'en Europe, ce fameux AI Act, donc la loi sur l'IA, vient juste d'être votée et adoptée définitivement la semaine dernière.
Donc ça a été une grande bataille juridique au niveau de que tous les pays acceptent les termes de cette législation, mais elle a été passée la semaine dernière, donc ça va mettre sûrement 1 ou 2 ans avant de rentrer avant de devenir effectif. Mais en tout cas, c'est ce système de analyser les risques des systèmes d'IA par le niveau de criticité, puis de demander d'avoir des mesures plus ou moins fortes en fonction du niveau de risque, c'est quelque chose qui est central à cette législation. Et donc, on voit qu'il y a, en tout cas, il va y avoir dans le futur de plus en plus de pression pour que les compagnies qui développent des systèmes d'apprentissage prouvent que justement leur modèle est aligné éthiquement par rapport à ces enjeux de vie privée, ces enjeux d'équité ou ces enjeux d'interprétabilité. Et donc déjà actuellement dans le règlement européen sur la protection de la vie privée, on voit qu'il y a un nouveau droit qui est apparu comparé à l'ancienne législation. Alors les juristes appellent ça un droit à une explication parce qu'en fait la loi va évidemment pas spécifier la forme de l'explication, mais en gros on vous dit que si vous avez un système qui utilise vos données personnelles et qui prend une décision qui produit des effets légaux, donc vous pouvez penser à tous les systèmes d'IA à risque élevé que j'ai mentionné. Donc, par exemple, est-ce que vous avez le droit ou pas à un prêt? Est-ce que vous avez un système qui analyse automatiquement votre CV? On vous dit que vous avez le droit d'obtenir, donc ça c'est la fin de la phrase, une explication sur la décision. Euh, Évidemment, ça ne dit pas quelle forme d'explication, mais on voit déjà que sur une législation sur la vie privée, la notion d'explicabilité est déjà centrale. Et ça, c'était avant les législations sur l'IA. On voit aussi le droit à l'équité qui était apparu dans cette législation sur la vie privée. Donc, on vous dit par exemple que si on a un système qui utilise nos données personnelles, le contrôleur, donc essentiellement l'entreprise qui met en place ou utilise le modèle d'apprentissage, doit mettre en place des mesures mathématiques et statistiques appropriées pour réduire les risques qui peuvent amener à des effets discriminatoires sur les personnes, en particulier par rapport à des informations comme l'origine ethnique, les opinions politiques, la religion, l'appartenance à un syndicat, le statut de santé, etc. Donc déjà, avant même les législations sur l'IA, on a déjà ces notions d'explicabilité et d'équité qui apparaissent dans la loi. Et donc, dernier transparent aussi que je mets sur la loi européenne, ce qu'on nous dit, donc c'est pour tous les systèmes à haut risque que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des obligations plus strictes. Donc en particulier, il faut être capable de fournir une documentation détaillée pour permettre d'évaluer le système par rapport à ses enjeux éthiques, d'avoir des mesures de surveillance humaine. Donc, il y a toute cette notion d'audit qui va arriver pour les compagnies et qui va amener à la notion de blanchiment éthique que je vais mentionner tout à l'heure. Donc, c'est juste pour vous dire que toutes ces notions d'équité, de vie privée, d'interprétabilité, on était il y a 5 ans plutôt dans les déclarations éthiques à haut niveau qui étaient signées par les entreprises, mais on va de plus en plus vers des obligations légales qui vont être contraignantes par rapport à ces enjeux-là. Et juste pour vous mentionner, au Canada, on a une loi qui est discutée en ce moment, qui est la loi C-27. Donc, il y a aussi il y a eu des auditions en la fin de l'année dernière et au début d'année. Par exemple, Yoshua Benjo et d'autres chercheurs ont été auditionnés. Et là, j'ai juste mis Donc, c'est un cabinet d'avocats qui a fait un résumé des derniers changements qu'il y a eu dans la loi suite aux auditions. Et en particulier, on voit qu'il y a la notion d'audit. Donc, on nous dit qu'il faut établir des accountability frameworks, donc des cadres permettant d'auditer ou de mesurer la conformité des systèmes. Donc, même au niveau canadien, je pense que les lois qui vont arriver vont aussi beaucoup assister sur, au-delà de faire une déclaration par une entreprise que oui, mon système est équitable, oui, ça respecte la vie privée. Il va y avoir toute la question de comment est-ce que la compagnie peut le prouver légalement ou comment est-ce qu'elle va être auditée. Donc, il y a la question peut-être qu'il y ait une nouvelle entité qui soit créée pour être capable d'auditer les systèmes algorithmiques dans les IA au risque ou éventuellement que ce soit l'autorité de protection des données. Donc, au Québec, ça pourrait être la Commission d'accès à l'information, au Canada, le commissariat à la vie privée. Et donc, ça amène à un enjeu qui est celui du blanchiment éthique. Alors, le blanchiment éthique, c'est un concept qui existe depuis très longtemps en marketing. Donc là, j'ai mis une définition qui vient de Carnegie Council for Ethics in Digital Affairs, donc l'éthique dans le domaine des affaires. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le blanchiment éthique, donc souvent, ce qu'on connaît plus, c'est le terme greenwashing. Donc, quand vous avez, par exemple, une compagnie pétrolière qui vous donne des publicités en disant grâce à moi, l'environnement se porte mieux et nous avons des programmes pour que la planète aille mieux. Donc, c'est l'idée euh, de sembler prendre en considération certaines notions éthiques, soit dans la façon dont l'organisation fonctionne, ou soit dans la façon dont le service fonctionne. Donc, c'est vraiment essentiellement essayer de paraître, par exemple dans le greenwashing, de paraître environnemental, alors que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'actions concrètes ou de choses concrètes qui sont faites. Je vais donner des exemples aussi de ce qui peut être aussi le privacy washing. Donc, le privacy washing, c'est
une compagnie qui prétend faire plus, par exemple, que ce que la loi demande en vie privée. Et en fait, parfois, ce que font les compagnies, c'est simplement juste répéter la loi sur leur page web en disant on respecte la vie privée parce qu'on fait tout ça, mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est répéter les obligations qui sont de toute façon les obligations légales. Euh, Comme dans le pays. et donc, je vous ai mis aussi un exemple de blanchiment de vie privée qui est lié à Apple. Donc là, on a une publicité d'Apple il y a quelques années qui nous dit que dans certaines fonctionnalités, certains services d'Apple, on va utiliser une technique de vie privée qu'on appelle la confidentialité différentielle. Donc, c'est un modèle de vie privée que j'ai beaucoup étudié, qui est beaucoup étudié par les chercheurs en vie privée. C'est un modèle qui a été inventé en 2006, mais là, donc c'est vers 2018, je pense qu'on nous dit que c'est intégré enfin dans les systèmes des grandes entreprises, ce qui est plutôt positif pour un chercheur en vie privée, même si ça a mis 12 ans. Alors, ce qui est drôle, c'est quand, comme je vous disais, quand on dit le procédé inédit, pour un chercheur pour lequel la notion existe depuis 15 ans, c'est toujours drôle de... Mais en tout cas, c'est positif que ça rentre, je dirais, dans les... que ce soit utilisé par les grandes entreprises pour protéger nos données. Sauf que, comme tout système de vie privée, il y a toujours un paramètre en général de vie privée dans ce modèle qu'on peut ajuster en fonction de à quel point on veut rajouter du bruit, donc protéger la vie privée, et versus à quel point on veut préserver l'utilité. Donc là, Apple avait dit, ben, on a inclus ce modèle-là, mais on ne peut pas vous dire la valeur du paramètre. C'est le epsilon, c'est le paramètre correspondant. Donc en confidentialité différentielle, plus les bas, mieux c'est. Donc une valeur de 0,1, 1 ou 2, c'est plutôt positif. Mais au-dessus de ça, en général, ça donne des garanties très faibles. Parfois, ça peut amener à quasiment pas de bruit ou un bruit extrêmement faible. Donc ils ont dit, on fait de la confidentialité différentielle, mais Apple, en général, ne sont pas très ouverts au niveau de la publication de leur... Ils sont très bons en cybersécurité, ils ont vraiment des super chercheurs en cybersécurité, mais contrairement par exemple à Google ou à Microsoft ou à d'autres entreprises qui ont des départements R&D où les chercheurs vont publier dans les conférences principales. Apple ne le fait pas en général, mais là, il disait on a utilisé la confidentialité différentielle, mais sans donner la valeur du paramètre. Et après, donc, ce qui arrive évidemment, c'est qu'en informatique, en tout cas cybersécurité, si vous dites ben, c'est de la sécurité par l'obscurité, on ne vous dit pas comment ça fonctionne, il y a des chercheurs qui ont fait une rétro-ingénierie de leur méthode et qui ont analysé le paramètre de vie privée. En fait, la valeur voulait 14, et 14, ça ne donne pas beaucoup de protection au niveau de l'ajout de bruit. Donc, j'ai mis ça comme un exemple de privacy washing où une compagnie nous dit, bah, regardez, on utilise un modèle de vie privée qui fait consensus dans la communauté de recherche qui s'appelle la confidentialité différentielle, mais je ne vous donne pas le paramètre de vie privée. Puis en fait, quand on va regarder dans les détails, on se voit que le niveau de protection qui est fait était relativement faible. Donc en apprentissage machine, le blanchiment éthique, on a défini ça avec d'autres collègues comme étant essayer de promouvoir la perception qu'un modèle d'apprentissage ou un système de décision algorithmique respecte des valeurs éthiques que je vais détailler juste après, comme l'équité, l'explicabilité et la vie privée, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et donc parfois, ça peut être un exercice de communication, donc juste essayer, comme l'exemple que j'ai donné de Privacy Machine, dire on fait de la confidentialité différentielle, mais sans donner la valeur du paramètre. Parfois, on peut aller, dans les travaux qu'on a fait, jusqu'à essayer de manipuler les explications pour essayer de faire paraître la boîte noire, le modèle de départ, comme étant beaucoup plus équitable que ce qu'il est. Ce qui va être les principaux travaux que je vais présenter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Oui. Pour le paramètre là, de la étape précédente, c'est quoi le prix si on choisit un meilleur paramètre? Pourquoi les gars ne font pas une meilleure production? Bah, parce que en fait, l'impact sur l'utilité, donc sur ce que tu peux extraire des données, comme par exemple précision de prédiction, va être beaucoup plus faible si tu rajoutes du bruit. Donc, par exemple, il y a une version du gradient stochastique qui s'appelle DPSGD, donc la version confidentialité différentielle. Et en fonction du niveau de bruit que tu as, si tu rajoutes vraiment beaucoup de bruit, bah, parfois la prédiction que tu vas avoir, tu prédirais la classe majoritaire, ça serait quasiment aussi bon que le système. Donc, je pense que c'est du côté de Apple pour quand même récupérer de l'information utile des données pour leur service. Et leur écosystème, leur intérêt, c'est effectivement de ne pas rajouter beaucoup de bruit. There is no free lunch. Oui, mais Règle générale de la vie. tant que tu dis clairement qu'il n'y en a pas et que tu expliques le paramètre que tu as choisi, ça va, mais quand tu le dis pas clairement, effectivement. Donc, par rapport à l'équité, juste pour faire en deux, trois transparents ce que c'est l'équité en apprentissage machine vraiment à haut niveau. Donc, d'abord, le sujet de l'équité, c'est un sujet qui a explosé depuis une dizaine d'années. Donc, ça, c'est
un chercheur qui s'appelle Moritz Hart aux États-Unis qui donne un cours sur l'équité en apprentissage machine qui disait essentiellement, si vous étiez un doctorant en 2011, c'était la bonne période pour faire votre revue de littérature, vous aviez quelques articles. Mais maintenant, le nombre d'articles, si vous allez sur Google Scholar et que vous tapez Fairness Machine Learning, ça a explosé, donc ça devient extrêmement difficile de suivre la littérature. Et un des enjeux qu'on a, c'est contrairement à la vie privée où la differential privacy, donc la confidentialité différentielle, est considérée comme par la plupart des chercheurs comme étant un bon modèle de vie privée. Donc essentiellement, il est appliqué à beaucoup de domaines différents. Pour l'équité, on se retrouve à un défi qu'il y a plusieurs notions d'équité qui existent et la plupart de ces notions font tous du sens. Donc, par exemple, la notion d'équité individuelle, ce qu'elle demanderait à un modèle, c'est que si vous avez par exemple un modèle qui prend en entrée un CV qui va produire le salaire, une prédiction du salaire qu'on devrait donner à l'embauche à une personne, ce qu'on aimerait, c'est qu'à deux profils égaux, à part les attributs sensibles. Donc, si vous avez un CV d'un homme et un CV d'une femme, où le niveau d'éducation, l'expérience, tout est exactement similaire, ben, on voudrait que le modèle donne exactement la même prédiction. Donc, ça, c'est l'équité individuelle. Euh, donc ça, c'est une notion qui fait du sens et il y a des façons de modifier les algorithmes d'apprentissage machine pour essayer d'avoir ce type de propriété. Mais une autre façon de faire l'équité, ce serait plutôt de regarder au niveau des groupes, quelles sont les statistiques d'hommes et de femmes qui ont été embauchés ou acceptés dans une admission. Euh, et donc, par exemple, ce qu'on aimerait, c'est peut-être que la proportion des hommes et des femmes qui soient acceptés soit le même. Et en fait, donc déjà en équité de groupe, il y a beaucoup de notions différentes et il y a des travaux qui prouvent que c'est très facile de construire des contre-exemples où on ne peut pas avoir ces différentes notions d'équité ensemble. Oui. Je ne sais pas si c'est le moment de poser la Vas-y, question. vas-y, vas-y. Euh, l'une des difficultés, c'est d'identifier c'est quoi d'abord les attributs pertinents et de se prémunir contre les corrélations qu'il peut y avoir entre attributs dits pertinents et attributs non pertinents. Ouais, donc je ne sais pas si j'ai mis un transparent là-dessus, mais une des choses qui est, ce que tu dis, c'est l'équité indirecte. C'est la plus difficile à éliminer. Donc si on dit juste, on ne donne pas le sexe de la personne au système d'apprentissage, ben, il y a beaucoup d'autres attributs qui sont extrêmement corrélés. Donc par exemple, aux États-Unis, si vous ne demandez pas l'origine ethnique, mais que vous utilisez le code postal, ben, il y a des chances qu'il y ait certains quartiers qui soient à prédominance d'une origine ethnique. Et donc, indirectement, vous pouvez vous retrouver à discriminer ou à utiliser cette information-là, même si l'algorithme, même si vous ne l'avez pas fait exprès ou même si l'algorithme l'utilise pas. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y avait quelque chose qui existe depuis très longtemps qui s'appelle le redlining, où les gens au niveau des assurances et des banques ne demandent pas l'origine ethnique de la personne, mais demandent le quartier. Et en gros, les quartiers sont délimités pour être sûr que vraiment, si on dit tel quartier ou telle zone, tel bloc, ben, c'est vraiment telle ethnie. C'est utilisé souvent d'ailleurs par les sondeurs quand ils veulent orienter Peut-être. Ouais. les réponses. On va interroger des gens dans des quartiers bien précis. Mais donc, ouais, donc, si on fait la technique de l'autruche qui serait de ne pas demander l'attribut sensible, il y a effectivement des risques de discrimination indirecte. En particulier, un séminaire qui a été fait au LATES, quelqu'un a dit, en fait, c'est un mythe que les femmes conduisent mieux que les hommes. Ok, ça, je ne sais pas. Genre, genre, J'étais là, quasiment tout, mais genre. d'abord, je choisis des pièces. Bon, je pensais que les gens allaient se rappeler de quoi je parle. Oui, c'est comme Ok, c'est pas drôle. Allez, oublier son nom, c'est pour ça que je ne pas le dire. Le statisticien. Voilà. C'est très économique, ce semble que j'ai mis en nom. Ok. Donc, c'est ça, il y a contrairement à la vie privée où il y a comme une notion, la confidentialité différentielle qui est acceptée, il n'y a pas de consensus sur quelle est la bonne notion d'équité. En fait, le consensus qui émerge, c'est plutôt en fonction du domaine. Donc, par exemple, si c'est des données médicales, des données sociales ou d'autres types de données, ben sûrement que la notion d'équité qui fait du sens va être différente. Et donc, ça va être un travail de juriste, mais aussi d'éthicien et d'informaticien d'essayer par domaine de définir qu'est-ce qui va faire du sens. Et donc, si vous êtes intéressé sur l'équité, il y a un tutoriel en ligne qui s'appelle 21 définitions d'équité et leur politique. Donc, c'est le sens de quel est leur rationnel. Darwin Narayanan qui explique vraiment les différences. Euh, et donc, une des notions, pourquoi il y a un risque de blanchiment éthique, c'est que tant que la loi ne prescrit pas quelle est la bonne notion d'équité à utiliser, une façon, par exemple, de faire du blanchiment éthique, c'est je suis une compagnie, j'ai créé un modèle d'apprentissage, je ne me suis pas préoccupé de l'équité, mais je vois une loi sur l'IA qui arrive, qui va me demander de prouver que mon modèle est équitable.
Je pourrais essayer, c'est 21 définitions d'équité, puis si par chance j'en ai une où mon système semble équitable, je pourrais dire, bah regardez, mon système, il est équitable par rapport à ces métriques-là, qui n'étaient pas forcément la mais alors que je ne me suis pas du tout préoccupé de l'équité. Et donc ça, c'est tant qu'il n'y a pas de... Oui, J'ai une question sur l'équité, Sébastien. oui. Premièrement, c'est la responsabilité de qui d'avoir des systèmes avec cette capacité. Ça va être celui qui crée le modèle ou qui utilise le modèle, en fait. Et c'est pas celui qui a demandé l'implantation, l'adoption, l'utilisation de ce système-là. Ça serait qui pour toi qui a demandé Par la exemple, note? si on est dans une entreprise, ben, celui qui a pris la décision d'implanter, ou ça peut être aussi celui qui utilise ça. Donc, ça peut être même des systèmes qui ont été vendus à une autre entreprise. Ouais, donc là, c'est plutôt dans... Je me plaçais plutôt dans un contexte où c'est appliqué sur des individus en dehors de l'entreprise. Dans le contexte de l'entreprise, je ne sais pas quels seraient les mécanismes. Quand je dis c'est une entreprise qui est tenue responsable, j'avoue que je ne sais pas légalement comment fonctionne la hiérarchie d'une entreprise pour. Une autre chose, Mais j'imagine que c'est souvent le CEO qui est tenu responsable des. S'il y a une poursuite en justice avec des millions ou des milliards, même si c'est pas lui qui paye tous les frais, j'imagine que. Ah, je vois une main qui s'est levée juste derrière aussi pour répondre à ça. Oui. Non, Oui. c'est vrai que les CEO, dernièrement, le responsable, c'est pour ça qu'on a toujours des outils. Ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va être responsable on the side. On délègue la responsabilité à quelqu'un qui vient faire notorier qu'effectivement, ceci est conforme. Ben, c'est ce qui pourrait arriver avec l'équité, c'est qu'il y ait des audits externes et éventuellement une entité gouvernementale qui peut faire des audits elle-même si jamais. Ouais, tu avais d'autres une questions? autre chose, l'équité, moi je la vois comme quelque chose qui évolue, puis ça va être différent selon les cultures et les pays. Donc c'est pour ça, je pense que la notion carrément uniforme, conforme d'équité, on ne peut pas l'avoir. Ouais, ben ça rejoint aussi les discussions de dire arriver avec une définition qui fera sens dans tous les données d'explication, tous les contextes, effectivement. Je pense que, parce que je trouve que c'est génial ça comme discussion, la question de voir les différents types d'éthique, parce qu'éthique, c'est quelque chose absolument attaché aux cultures. On ne peut pas dire ceci est éthique. Mais par contre, ce que je vois, c'est la question du Big Brother. Parce que on veut un outil, et là, on est en train de travailler avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est qui va être le dernier contre le Ouais. Ah, ça, je pense que ça va dépendre bah, si je prends l'exemple du Canada, ça va dépendre de ce qui va arriver à la loi. Donc là, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais la C27, il y a beaucoup de discussions où les gens se demandent si le gouvernement Trudeau va rester encore longtemps en place. Et donc, si jamais il reste en place, il y a des chances que la loi passe et qu'elle spécifie qui va être le dernier auditeur. Si, je sais pas, si on change de gouvernement, les conservateurs, c'est pas forcément les enjeux éthiques et de vie privée qui sont leur priorité principale, donc il y a des chances que la loi tombe complètement. Donc, j'ai pas de réponse, en fait, ça va dépendre. Donc, même le AI Act, j'ai pas regardé exactement, mais peut-être que chaque pays va pouvoir décider s'il demande à l'autorité de données, protection des données. Donc, par exemple, en France, est-ce que ça va être la CNIL qui va auditer les systèmes d'IA ou est-ce que ça va être un organisme indépendant? Ça peut varier, je pense, d'un pays européen. Je trouve vraiment mon côté marketing. Et là, je ne sais pas si tu vas rentrer là-dedans, peut-être. Mais pourquoi, au lieu de protéger ce que ça a l'air d'être vraiment compliqué, on ne fait pas au contraire, on monétise l'individu, et chaque information qu'on va extraire, on va faire une Ok, bah là, du coup, tu as dérivé du blanchiment éthique en apprentissage vers la vie privée. Bah, je sais pas, indirectement, on paye déjà, quand notre service est gratuit, comme on dit, on paye avec nos données déjà. Puis moi, ok, si je réponds à ta question précise, moi je pense que c'est pas une bonne idée de donner une valeur monétaire à nos données, parce que du coup on passe d'un contexte où c'est un droit humain à une situation où ça devient une commodité comme une autre, et donc l'intérêt à la protéger, bah, si tu es riche, tu auras l'argent pour la protéger. Si tu es avec revenu modeste, peut-être que tu vas donner tes données parce que ça te fait une source d'appoint au niveau de revenus. Alors que si tu le vois comme un droit humain, comme le droit, je sais pas, à la liberté d'expression ou de religion, Tu euh, peux facturer plus cher. je sais pas.
Mais oui, il y a tous les enjeux de vie privée du coup qui sont. C'est ça, c'est Wessam qui me disait tout à l'heure, la semaine prochaine, je fais aussi une présentation aux étudiants de bac sur mes travaux. Donc là, je vais parler un peu plus de vie privée. Puis je passe aussi au cœur des sciences jeudi soir. Donc je voudrais revenir un peu plus sur ta question. Mais là, aujourd'hui, effectivement, je me suis focalisé sur le blanchiment éthique en apprentissage machine. Est-ce que tu pourrais dire 2 mots sur ces faits? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ouais, donc C27, c'est le projet de loi fédéral sur la vie privée, mais qui est en 3 parties, et il y a une partie sur l'IA. Donc peut-être que j'aurais dû le lire au début, mais contrairement à beaucoup d'autres pays, dont le Québec, par exemple, qui ont mis à jour leur loi sur la... Une province, pardon. Ok. Contrairement à d'autres contextes où il y a une mise à jour au Québec de la loi sur la vie privée en 2022, mais il y aura peut-être une loi sur l'IA au Québec, mais en tout cas, elle était séparée de cette loi en vie privée. Le gouvernement fédéral a décidé de mélanger la mise à jour de la loi sur la vie privée, puis mise à jour enfin aussi la création d'une loi sur l'IA. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pourquoi ça risque aussi de ne pas fonctionner, c'est qu'en mettant trop de choses en même temps d'un coup, si ça passe pas, bah, ça risque de... Donc C27, c'est à la fois la mise à jour de la loi sur la vie privée, mais aussi la mise à jour de la loi sur l'IA. Je pense que j'ai peut-être une question. Donc j'ai une question qui dit en slide 14, ok, donc pour la question en ligne, la groupe Fairness, c'est toujours une métrique. Ça peut être le taux d'acceptation, mais ça peut être aussi une autre. Si on regarde la matrice de confusion, on peut essentiellement combiner les notions différentes. Donc, pour répondre à la question en ligne, je pense que le plus simple, c'est d'aller voir le tutoriel que je mentionne justement. Ok. Et je ne sais pas si ça répond à la question, mais je vais continuer, mais vous pouvez toujours revenir dessus si. Et donc, pour vous donner un exemple de blanchiment éthique par rapport à l'équité, je reviens justement à mon exemple de Compass. Donc, il y a ce collectif qui s'appelle ProPublica qui a fait cette étude qui montrait que si on est afro-américain, on a 2 fois plus de chances d'être prédit comme étant au récidive. Et la compagnie, alors je pense qu'elle a changé encore de nom depuis, mais elle s'appelait au début Northpoint, puis après Equivant. Elle a fait une réponse, en fait, elle a fait comme un rapport technique où essentiellement, elle disait, ça c'est les points en bas, que en fait, la métrique d'équité qui avait été utilisée pour évaluer leur système, c'était pas la bonne. Et que si on prenait cette métrique d'équité particulière, on verrait que leur système est équitable. Donc il y a déjà des cas où les compagnies se défendent en disant, bah, vous m'avez tapé dessus, mais en fait, mon système est équitable si vous regardez sous la lunette de cette métrique d'équité particulière. Si vous votez pour Trump. Donc, deux transparents aussi sur l'interprétabilité et l'explicabilité. Donc, ça, c'est un autre enjeu éthique important en IA. Et donc, pour rendre des systèmes explicables, il y a essentiellement 2 approches. Soit vous choisissez de construire un modèle qui est interprétable par la forme du modèle par conception. Donc, par exemple, les arbres de décision, les listes de règles ou les systèmes de score où on additionne des points en fonction du fait qu'une personne ait certaines caractéristiques. C'est très facile d'expliquer la décision à une personne parce qu'on peut, par exemple, suivre le chemin logique dans l'arbre et lui dire, ben, l'arbre a prédit telle chose parce que vous aviez telle caractéristique. Donc là, c'est un arbre qui est appris sur Compass, par exemple. On dit, vous avez eu plus de 3 prior, vous avez l'âge qui est en dessous de 26, donc là aussi, on peut dire peut-être que le système discrimine par rapport à l'âge, mais en tout cas, l'âge est utilisé dans ce système-là. Donc ça, c'est assez facile étant donné la structure du modèle, d'expliquer la décision qui a amené à cette prédiction-là. Un autre, une autre approche dans laquelle il y a aussi énormément de travaux dans la communauté d'apprentissage machine, c'est ce que j'ai appelé les explications post-hoc, c'est qu'on a construit un modèle d'apprentissage, donc par exemple un réseau de neurones, qui n'est pas explicable directement par sa structure. Donc, c'est très difficile de dire à quelqu'un, bah, le réseau a prédit ça parce qu'il y a cette suite de chemins logiques ou de caractéristiques. Donc, ce que font les gens, c'est qu'ils vont développer une méthode d'explication qui arrive après la création du modèle. Donc, une méthode qui est assez populaire, c'est de construire un modèle interprétable à partir Donc, on utilise le modèle boîte noire pour prédire sur certains points, puis on essaie de construire un modèle interprétable qui est fidèle à la boîte noire au niveau des prédictions. En général, il va
il va quand même être un peu différent parce que souvent le modèle boîte noire est beaucoup plus complexe. Donc, c'est très difficile d'avoir un modèle interprétable plus simple qui est capable de l'expliquer totalement. Mais en tout cas, on peut y avoir des fidélités de 95%, parfois au niveau de l'agrément sur les prédictions. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc c'est un peu bizarre. On part d'un modèle qui n'est pas interprétable, puis on dit, on va l'expliquer avec un modèle qui est interprétable. Oui. Quand on mesure la précision du modèle interprétable, accuracy, euh, est-ce qu'on le mesure globalement ou, par exemple, si c'est un système de classification et qu'il y a une classe qui est clairement minoritaire, Donc ça, c'est... je peux être totalement faux sur cette classe-là et Ouais. quand même arriver avec... Bah, ça, je pourrais faire une... Ça, c'est dans les choses que je regarde, effectivement. Donc un des enjeux d'équité, c'est que souvent les systèmes vont être très mauvais sur des groupes minoritaires. Donc, Ça dépend de la métrique. un des premiers travaux qui avait montré ça, c'était une doctorante du MIT qui a étudié les systèmes de reconnaissance de visage, qui était une doctorante afro-américaine, une femme, qui s'est rendu compte que en prenant les systèmes commerciaux de détection de reconnaissance faciale, quasiment aucun des systèmes arrivait à la reconnaître. Et donc, effectivement, le système était très mauvais sur son groupe à elle. Et dans le cas qu'elle a étudié, en fait, elle a montré que si c'était un manque de diversité dans les images d'entraînement. Donc, essentiellement, si on rétablit l'équilibre, on est capable d'avoir des systèmes qui sont à peu près performants sur tous les sous. Même sans équilibre, en fait, si tu utilises une autre métrique, comme le score F, il va te dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton système. Tu peux, mais là, c'était vraiment de regarder plutôt l'accuracy par groupe, en fait, Ouais, effectivement. mais ça, quand tu as des classes déséquilibrées, c'est la pire chose que tu pourrais faire. Et bah, dans son cas, ce qui était plutôt intelligent, c'est qu'elle allait prendre des photos de députés de plusieurs pays dans le monde, donc être sûr d'avoir des gens d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Elle a pris autant d'hommes que de femmes. Donc elle a un dataset en fait qui est beaucoup plus petit que les datasets que les gens utilisent en général, mais elle a montré qu'en entraînant un système là-dessus, on arrivait à des taux de reconnaissance donc, qui sont un peu plus bas globalement que si on avait des millions d'images, mais qui sont constants à peu près ou avec le même succès sur les différents groupes en fait. Ok, donc une des choses qu'on sait avec les explications, c'est qu'on peut les manipuler. Donc, je ne vais pas parler dans le détail de cette chose-là, mais il y avait déjà des travaux qui montrent que, par exemple, quand on a une saliency map, donc essentiellement un système qui vous dit dans une image quels sont les pixels qui ont été importants pour prendre une décision, bah, c'est très facile d'essayer de manipuler l'image ou le modèle pour donner l'impression que ça peut être à peu près n'importe quelle zone de l'image qui est importante. Euh, et donc, ce que nous, on a essayé de faire, donc on a commencé ça en 2019 avec Ulrich, qui était postdoc à l'UQAM auparavant, qui maintenant est professeur à l'ETS, et aussi des collègues au Japon et à l'INTAP, qui est prof à l'UDM. On s'est dit, ben, on va regarder si, quand on utilise des explications post-hoc, donc quand on remplace une boîte noire par un modèle interprétable, par rapport à l'équité, on peut essayer de créer un modèle interprétable qui a une fidélité importante par rapport à la boîte noire, mais qui semble beaucoup plus équitable que le système de départ. On appelait ça la rationalisation. Donc, c'est un peu comme le terme vient plutôt quand vous êtes un humain et que vous avez fait une action, vous n'avez pas vraiment peut-être que ça a été intuitif, vous n'aviez pas de raison spécifique. Puis après, vous arrivez avec une raison qui semble faire du sens par rapport à vous ou par rapport au contexte. Euh, et donc, l'idée, c'est imaginez que vous avez un système de score qui accessible par une API qui discrimine par rapport, donc qui donne des résultats favorables par rapport à certains groupes de la population comparé à d'autres. Ce qu'on essaye de faire, c'est que après qu'on ait par exemple une loi sur l'IA qui demande d'avoir des explications, donc d'avoir une explication qui est rajoutée en plus de la prédiction, on va essayer de créer une explication qui est beaucoup plus équitable que l'était la boîte noire au départ. Et ce qu'on a considéré comme modèle interprétable pour expliquer la boîte noire, c'est des listes de règles. Donc, c'est liste de règles, c'est un peu comme, en fait, on essaye d'appliquer une première règle. Si elle marche, ben, donc c'est des if-then, en fait. Si elle marche, ben, on prédit la chose correspondante. Sinon, on va à la règle suivante. Et si on arrive à la fin et qu'aucune des règles ne s'est appliquée, on a une prédiction par défaut. Donc, c'est un peu comme si on avait un arbre de décision sous forme de peigne où on descend, soit on arrive à une feuille, soit on descend d'un niveau. Voilà. Ça permet de rendre un système explicable, sans nécessairement interprétable. Ben, beaucoup de gens vont utiliser ce type de modèle interprétable comme explication de la boîte noire, en fait. Oui, pour expliquer, oui. Mais Ouais. pour être interprété, il faut que tu utilises des termes métiers.
pas juste de la logique. Ouais, bah c'est ça que j'appelle ce qu'on appelle les explications post-hoc, en fait. Oui. Ouais. Oui, avec des if-then, ça marche. Ouais. Pour expliquer, mais pas pour interpréter. Bah, le terme interprétabilité, explicabilité, je sais qu'il y a beaucoup de... Donc, Non, c'est c'est ça pour... distinct. Expliquer, c'est expliquer comment la mécanique fonctionne. Interpréter, c'est expliquer comment la mécanique fonctionne avec un langage humain. Ok. Un Bah, langage ça, on humain. pourrait... Ouais. Dans nos travaux, comme je disais, on a... Pour nous, interprétabilité, c'était les modèles qui sont interprétables par Ok, par if-then. conception et explication, c'est tous les trucs post-hoc. Mais ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur... bah, chez les juristes, chez les informaticiens, mais chez les juristes aussi, sur explicabilité, interprétabilité. Et if-then, tu peux expliquer à l'élève comment le diagnostic a été Ouais. obtenu, mais il ne comprendra pas plus, parce que tu es en train de lui dire les choses dans un langage qu'il ne comprend pas. Donc, finalement, ça va trop beaucoup. Donc, c'est ça, nous, on utilise un modèle interprétable pour expliquer la boîte noire. Je ne sais pas si c'est... Interprétable pour des gens techniques. Donc, on a étudié la rationalisation de modèles et la rationalisation aussi de prédiction. Donc, il y a des notions d'explication globale et locale. Et ce qu'on a regardé, c'est donc, une mesure d'équité qui s'appelle la démographic parity ou la parité démographique, qui essentiellement essaie de regarder la différence entre le groupe majoritaire et un groupe minoritaire de recevoir une décision positive. Donc, on regarde la différence de taux entre les deux. Donc, si c'est zéro, ça veut dire que, par exemple, la proportion de décisions positives pour les deux groupes est la même. Et plus c'est différent, plus le système est inéquitable suivant cette métrique. Et la fidélité qu'on a regardée, c'est étant donné un modèle de base B, donc par exemple un réseau de neurones qu'on veut expliquer, et un modèle surrogate, donc un modèle alternatif ou un modèle de substitution. Voilà, merci, c'est ça que je cherche. Ce qu'on regarde, c'est la fidélité en termes de prédiction, donc là, à quel point il y a un accord dans les prédictions entre le modèle boîte noire de départ et puis le modèle de substitution. Et on a utilisé pour ça un algorithme qui s'appelle Corels, qui est essentiellement est un algorithme qui essaye de chercher des listes de règles de petite taille euh, en faisant une approche branch and bond. Et aussi une technique qui était inventée par un de nos co-auteurs, qui est Satoshi, qui est... donc souvent, en fait, et ça, c'est le cœur vraiment de ce qu'on a utilisé, c'est on a l'impression qu'il y a un modèle interprétable qui peut expliquer une boîte noire, mais en fait, il y en a beaucoup. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que même si vous dites, je veux fixer la fidélité à 95%, ben, il n'y aura pas un seul modèle qui va avoir cette fidélité-là, il y en a beaucoup. Donc, si vous êtes capable d'énumérer tous les modèles interprétables qui ont cette propriété, vous pouvez ensuite chercher parmi ces modèles-là celui qui a l'inéquité ou l'équité qui est la meilleure et utiliser ça comme une explication. Donc, ça serait comme le rationnel, c'est de dire il y a plein d'explications possibles et je cherche parmi cet espace-là celui qui m'arrange le plus par rapport à la notion éthique pour lequel je veux faire du blanchiment. C'est essentiellement l'idée principale. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a un algorithme qui s'appelle non-RML, donc le lavage d'apprentissage machine, où on a rajouté un terme pour l'équité dans la fonction objective de Corels. Et essentiellement, on énumère des modèles, donc des listes de règles, et on choisit le modèle pour lequel l'équité semble la meilleure dans ces modèles qui sont énumérés. Donc, on l'a utilisé sur Adul, qui est un ensemble de données que beaucoup de gens utilisent en apprentissage machine. Donc, essentiellement, c'est des données avec des profils démographiques et est-ce que leur salaire est supérieur ou pas à 50 000 cas. On l'a utilisé aussi avec ProPublica, donc l'ensemble de données qui a été utilisé sur le logiciel Compass. Il y a eu aussi une version. Because you have computer, somebody might come from it to Okay. and break below the take the copy. Ouais, je sais pas. You have to cover this up, like when you go out. Okay. You go sleep. Est-ce qu'il y a une question à distance? On entend quelqu'un? Ouais, désolé, Sébastien, excuse-moi. OK. No question? Donc, on a utilisé des forêts aléatoires et en fait, on a mesuré l'inéquité, la fidélité et on a aussi regardé après, une fois qu'on a fait le modèle interprétable, si on regarde l'importance des features, on voit clairement aussi que les features qui étaient discriminatives ne sont plus utilisées par le modèle qu'on a blanchi. Donc, ce qu'on a en fait sur ces graphes-là, vous avez essentiellement un front de Pareto dans lequel vous avez
la fidélité des modèles interprétables qu'on obtient ici, et ensuite l'inéquité du modèle. Donc, ce qu'on peut voir en particulier, c'est que avec notre technique, on est capable, si on veut, d'explorer le compromis entre la fidélité du modèle au modèle boîte noire et l'inéquité qu'on a. Donc, on pourrait avoir un modèle qui est relativement fidèle. Donc, par exemple, sur adulte, on a montré que le meilleur modèle qu'on pouvait avoir avait une fidélité de 90% et une inéquité qui est de 0,058, alors que sur le modèle boîte noire, elle était de 0,13 au départ. Donc là, plus on se rapproche de 0, mieux c'est. Sur ProPublica, on arrive à avoir une fidélité. Donc ProPublica, c'est beaucoup plus difficile, la tâche de prédire si quelqu'un récidive ou pas. C'est plus difficile que de prédire son salaire. Et là, on arrive à descendre d'une inéquité de départ qui était de 0,17 à 0,08, donc beaucoup plus bas à ce niveau-là. Euh, donc, si on fait la feature importance aussi, je vais essayer d'accélérer un petit peu comme il est déjà 13h13. Ce qu'on arrive à voir aussi, c'est que les attributs qui étaient discriminants sur le modèle droite noire de départ ben, deviennent beaucoup moins importants dans la décision sur le modèle qu'on a blanchi. Donc, ça montre aussi que si, par exemple, il y a un audit qui dit... Donc, la feature importance, c'est les techniques d'apprentissage machine. On essaye de comprendre dans les attributs d'entrée quels sont les attributs qui sont très importants pour une décision. Et donc, si on voit que le sexe est toujours utilisé de manière très importante, ben, on peut dire le modèle discrimine, ou en tout cas, il utilise l'information du sexe pour prendre sa décision. Puis là, on peut voir qu'après le blanchiment, l'information du genre ou du sexe a descendu beaucoup mais quasiment plus important dans la décision. Donc, pourquoi est-ce que le blanchiment éthique est possible? C'est à cause de ce qu'on appelle la predictive multiplicity. Donc, c'est essentiellement ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous fixez une fidélité et que vous regardez tous les modèles interprétables qui peuvent expliquer une boîte noire, il y en a beaucoup. Donc, les gens parfois parlent d'un phénomène qu'on appelle le Rashomon set. Alors, Rashomon, c'est un film japonais où vous avez un crime qui est vu par les yeux de plusieurs témoins. Et en fait, ça vous donne l'impression qu'il s'est passé des choses complètement différentes parce que chaque personne a une vision complètement différente de qui a commis le crime, qu'est-ce qui s'est passé, qui est le fautif. Un Colombo en parallèle, ça verra. Et donc, le Rashomon set, c'est cette idée que parmi tous les modèles interprétables qui ont une certaine métrique de fidélité ou une certaine accuracy, ben, il y en a beaucoup. Et donc, le Rashomon set, c'est l'ensemble des modèles si on fixe, par exemple, la fidélité dans cet espace. Et donc, si vous êtes capable d'explorer cet espace-là et de choisir en fonction d'un autre critère comme l'équité, ben, vous pouvez choisir un modèle interprétable qui semble beaucoup plus équitable. Euh, donc, ce qu'on a fait par la suite, on a continué à regarder est-ce que Euh, en fonction du type de modèle boîte noire, est-ce que le blanchiment éthique, c'est quelque chose qui est spécifique au réseau de neurones, mais en fait, c'est quelque chose qui marche avec les forêts aléatoires ou avec d'autres types de modèles. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est spécialisé dans un type de modèle, le fait de réussir à blanchir par des explications. Euh, on a regardé aussi avec d'autres métriques d'équité. Donc, on a pris Equality of Odd, Equality of Opportunity, Statistical Parity, qui sont aussi des... Donc, ce que j'aurais dû dire aussi, c'est que les 21 métriques que j'ai mentionnées tout à l'heure, si vous regardez le nombre de citations, il y a des centaines de citations de chacune de ces métriques. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut blanchir, c'est que chacune de ces métriques-là a été proposée dans un article, puis ça a été repris dans beaucoup de travaux. Euh, ça marche, le blanchiment éthique marche aussi avec d'autres métriques d'équité. Et en fait, c'est globalement le résultat de je dirais pendant 3 ans, le résultat de nos études, c'était de dire, bah, c'est quelque chose qui est difficile à empêcher. Donc, une des choses qu'on peut éventuellement faire, c'est essayer de le détecter. Et si on regarde les différences de matrices de confusion qu'on obtient sur des sous-groupes de la population, on peut essayer de détecter si potentiellement il y a eu blanchiment éthique par une compagnie. Donc ça, c'est un article qu'on a eu il y a 2 ans à NeurIPS avec des... Donc là, on a eu des collègues de l'Université de Toronto qui nous ont rejoints sur ce travail-là. Mais en fait, je dirais que le défi principal qui est lié au blanchiment éthique, c'est ce que je disais au début, c'est que tant qu'on n'a pas de législation ou de standard technique qui nous dit pour tel type de données, il faut utiliser telle métrique d'équité, bah, ça va être facile pour les compagnies de dire, vu que c'est dans une zone grise, d'aller choisir la métrique ou d'aller choisir la forme d'explication qui les arrange. Et une chose qui va être difficile, je pense, c'est de prouver l'intentionnalité. Donc, quand vous allez devant un juge et que vous essayez je sais pas, de poursuivre une compagnie dans le domaine du numérique,
Je pense que ce qui va être important pour le juge, c'est de savoir s'il y a vraiment eu une intention délibérée ou non de faire du blanchiment éthique, par exemple. Et à cause de la flexibilité dans le choix des métriques d'équité et d'explication, tant qu'il n'y a pas un standard qui est beaucoup plus strict, je pense que ça va être extrêmement difficile de réussir à gagner des cas devant un juge. À ma connaissance, il n'y a pas eu de cas spécifique à ce niveau, mais par exemple, je sais que sur Compass, il y avait un détenu qui avait porté plainte parce que le système lui l'avait étiqueté comme étant en risque de haut récidive et il était allé voir un juge en disant, mais je pense que le rationnel, c'était plutôt le système algorithmique, on m'a pas expliqué le pourquoi de la décision, donc je porte plainte devant le juge parce qu'on m'a pas expliqué pourquoi je suis à risque, mais donc, je pense qu'une des solutions possibles, ça serait d'essayer vraiment d'aller vers des standards sur dans tel, je sais pas, dans le domaine bancaire, dans tel contexte, c'est telle métrique d'équité ou tel type d'explication qu'on devrait utiliser. Et si on arrive à vraiment spécifier, donc par exemple, c'est cet algorithme-là avec cette métrique et cette explication, une des choses qu'on peut faire, qu'on a regardé l'année dernière, c'est d'essayer d'utiliser de la crypto pour être capable de prouver de bout en bout que le modèle qu'on a produit a bien respecté l'algorithme sans avoir à révéler aussi les données d'entrée. Donc, un des gros enjeux aussi, c'est si vous allez voir les compagnies et vous leur dites, OK, vous êtes audité maintenant, donnez-moi tous vos données clients, donnez-moi vos algos propriétaires, il y a des risques de réticence. Donc, même si c'est la loi, peut-être qu'il y a des compagnies qui vont dire, bah, moi, je me retire du marché de tel pays parce que c'est mon secret professionnel. Donc, il y a des façons de faire des audits sans avoir besoin de révéler les données d'entrée et sans révéler le modèle, mais en prouvant des propriétés sur des modèles. Donc, avec des preuves qu'on appelle zero knowledge en anglais ou à divulgation nulle de connaissances. Et donc, on a fait ça pour les arbres de décision. Donc, essentiellement, on arrive à prouver que un arbre de décision a été entraîné sur un certain ensemble de données qui ont des caractéristiques en suivant un algorithme. Donc, comme je disais, l'équité, c'est un domaine qui est foisonnant. Donc, prenez n'importe quel type d'algorithme d'apprentissage de machine que vous aimez. Il y a au moins 10 versions différentes de comment rendre le modèle final équitable. Donc, nous, on avait pris un algo de l'état de l'art pour rendre les arbres de décision équitables. Équitable, le sens explicable, c'est ça? Non, dans le sens d'une équité de groupe, en fait. To be defined. Dans le sens d'une métrique d'équité de groupe. Donc, par exemple, Donc, le taux de le système est décision. conçu pour être équitable dès le départ. Ouais. Donc, ce que tu peux faire, c'est que dans ta fonction objectif, tu peux essayer d'avoir quelque chose qui marie à la fois l'accuracy et Oui, une oui, notion d'accord. d'équité de groupe. Et c'est ça que je disais quand on prend n'importe quel algorithme d'apprentissage, il y a Oui, donc, énormément de gens qui disent, en fait, souvent le terme, ça va être fairness aware, random forest, fairness aware neural network. Donc, c'est vraiment. tu joues sur les fonctions de terme, c'est ça? Ouais. Donc, tu essayes de combiner, d'être sûr que le modèle soit. Donc, souvent, il va être en accuracy, il sera un peu moins bon que le modèle que tu aurais eu sans ça, mais il sera beaucoup plus équitable que si tu le contrains pas, en fait. Euh, et donc, récemment, donc juste pour vous dire, et c'est mes derniers transparents, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière, et on commence à avoir d'autres approches qui se basent un peu sur la même idée. Donc, par exemple, il y a un article qui s'appelle Fairproof qui est sur l'archive en ce moment, où là, l'idée, c'est aussi de certifier les réseaux de neurones, mais au lieu de faire une approche où ils prouvent que le réseau est entraîné de bout en bout, ils ont plutôt une approche où on prouve l'équité individuelle, mais a posteriori. Donc, l'idée, c'est que le modèle donc, doit mettre en gage d'abord la compagnie doit mettre en gage son modèle. Donc, la mise en gage, c'est une façon cryptographique d'être sûr que le fournisseur de modèle ne puisse pas changer ensuite. Donc, le danger, ça serait que bah, moi, j'utilise un modèle tous les jours pour faire une prédiction de mes clients, mais quelqu'un arrive et me dit, bah, moi, je suis l'auditeur du gouvernement, montrez-moi votre modèle. Bah, là, je change complètement le modèle. Donc, quand je dis je change le modèle, ça pourrait être une API qui est très différente. Si vous êtes, donc, pensez à ce qui est arrivé avec Volkswagen, quand on avait les audits des voitures. Quand on passe dans le mode test, qui est le mode d'audit, la voiture va se comporter complètement différemment que dans le mode d'usage. Ça pourrait être la même chose avec des API ou des. Sur la technique d'utiliser l'urine de quelqu'un d'autre. Pour blanchir des modèles. Non, Bah, si je sais pas. tu me diras comment tu fais. Ok, donc là, l'idée, c'est de faire des preuves aussi zero knowledge qu'un modèle respecte l'équité individuelle par rapport à une certaine prédiction. Donc, c'est juste pour vous dire que je pense que ce type d'idée de fixer vraiment la métrique et l'algo et d'utiliser des manières cryptographiques pour prouver que le modèle respecte cette propriété, je pense que c'est quelque chose qui va aussi continuer. Voilà, je pense que j'ai fini. Je suis à peu près 22, je suis à peu près dans les temps, je pense.
J'ai joué l'avocat du diable, mais tu Ok. parlais, tu sais, on parlait tantôt de Big Brother, puis le principe qui commence à ce que ça soit légiféré. Puis tu as parlé du principe que si on a un modèle, a posteriori, on peut comme appliquer une autre variante qui montre que c'est équitable. Ouais. Est-ce que l'inverse n'est donc pas aussi possible, puis dire qu'à posteriori, je peux utiliser n'importe quelle métrique, puis choisir la bonne pour démontrer que tu n'es pas équitable. Fait que là, ça Ouais. devient que l'auditeur a vraiment le plein pouvoir. Ça pourrait être un enjeu. Et d'ailleurs, il y a 5 ans, quand l'équité il y a une conférence qui s'appelle FACT, qui est une conférence qui parle d'équité. Je pense qu'il y a eu une certaine mode il y a 5 ans de dire on prend des systèmes qui existent et on tape sur ces systèmes en choisissant des métriques d'équité. Donc effectivement, euh, donc la question qui va être difficile à trancher, c'est est-ce que c'est si la compagnie dit j'ai utilisé telle métrique, puis quelqu'un mesure avec telle autre métrique, que dans un cas c'est équitable, l'autre c'est pas, comment tu distingues qu'est-ce qui était vraiment au départ, effectivement, c'est compliqué. Oui, je vois qu'il y a des réactions. Oui, dans la vie privée, pour entraîner les modèles, tu l'as dit, une technique d'optimisation qui est connue, c'est le SGDDP, Differential Product Classification Descent. Tu parlais de régularisateurs pour la fairness. Pour les réseaux de neurones, il y a des choses qui font consensus, un peu comme les SGDDP, mais pas vraiment. Non. Non, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi tellement d'articles. C'est aussi qu'en fonction de la métrique de fairness que tu veux optimiser, tu vas avoir différentes. Il y a pas des régularisateurs. Ce qui... Pas à ma connaissance. J'avoue que moi, je préfère regarder les modèles interprétables en général. Donc, Plus ouais. l'interprétabilité. Mais ma connaissance, bah, il n'y a pas comme TDP-SGD qui est utilisé par plein d'articles. En fairness, je ne connais pas une méthode particulière. Oui, Oui, j'aurais une question sur la notion d'équité. ok. Parce que moi, je suis très extérieur à ceci. Mais pour moi, l'équité, c'est quelqu'un qui répond aux chartes des droits. Est-ce que parce que sinon, vous avez le droit de vous dire de toute façon. Non, si vous répondez à la charte des droits, est-ce que c'est très équitable? Non, là, c'est plus, bah, comme je l'ai dit, c'est... Parce que c'est légal, on a le droit de le faire, c'est un peu ça. Ouais, donc là, l'équité, c'était plus soit l'équité individuelle. Donc, est-ce que je regarde les prédictions du modèle, est-ce qu'il y a deux profils similaires à part un attribut sensible? Est-ce que c'est la même prédiction? Ou alors, je regarde les statistiques de groupe. Est-ce que la proportion des décisions positives est la même entre deux groupes? C'est plutôt ça la... Mais ça revient un peu à être conforme à la Charte des droits, parce que la Charte des droits dit qu'on ne doit pas discriminer sur la base de l'âge, du sexe, de la religion, quoi que ce soit. Donc, ça reviendrait à être conforme à la Un petit Charte peu des à droits. ça, mais après, il y a ce que Rafet disait au début, il y a toute la notion d'une discrimination indirecte. Donc, si je ne demande pas l'âge, si je demande aucune des caractéristiques qui sont dans la loi qui sont discriminatoires, dans les lois anti-discrimination, ben, il y a quand même des risques que je discrimine par rapport à d'autres attributs à côté. J'aurais une autre question. Ouais. Par exemple, il existe des industries qui sont basées sur la discrimination. Par exemple, je parle à l'assurance. Alors, en assurance, la prime dépend de votre âge. Donc, on Ouais. discrimine pas sur votre âge. Ben, Est-ce qu'il y a des choses à donc, dire la première réponse, c'est que il y a des fois des cas où la discrimination est considérée justifiable. Donc, un exemple, parfois, c'est si vous êtes pompier, il peut y avoir des raisons que de discriminer hommes et femmes par rapport à certaines caractéristiques physiques aussi, pour dire, en fonction du travail, il faut que... Enfin, il y a des cas où la loi dit c'est OK de discriminer parce qu'on voit qu'il y a des... Ça peut même être des différences corporelles entre hommes et femmes sur un médicament qu'on donne. Ça peut faire du sens de discriminer dans ce cas-là parce que la réaction physiologique va être différente. Il peut y avoir qu'il y a des cas où l'âge pourrait aussi être considéré comme quelque chose d'important pour la prédiction. Et après, il y a aussi la différence, vous parlez de l'assurance vie, il y a aussi la question de donc l'assurance médicaments et l'assurance vie, c'est différent. Par exemple, le droit à une assurance vie, c'est pas un droit universel. Donc les compagnies peuvent se permettre d'utiliser des données d'une manière différente que par exemple pour une assurance de santé où là, on aimerait que tout le monde puisse être... Une question. Ouais. Jean-François, est-ce que tu veux poser ta question ou tu veux que je la lise? Non, je peux la poser, ça va me faire plaisir. Est-ce que certaines méthodes d'évaluation de fairness
Est-ce que, l'équité, est-ce que certaines peuvent s'appliquer à des systèmes assez traditionnels, complètement euh, déconnectés de l'IA ou de l'apprentissage automatique? Globalement, la Est-ce réponse, que, je pense, c'est oui. Dans le puis, sens où si je prends l'équité de groupe ou l'équité individuelle, tu pourrais. C'est pour ça que je parlais, quand j'ai donné la définition de blanchiment éthique, je parlais aussi de système algorithmique pour inclure des systèmes qui ne seraient pas des modèles d'apprentissage complexes, mais juste une suite de règles, par exemple, qu'un humain aurait donné. euh, OK, Euh, puis est-ce que des fois, il y a, tu sais, par exemple, dans des modèles, dans d'autres applications comme les classifications d'images, par exemple, longtemps, il y a eu une comparaison de la performance par rapport à la performance à un humain. Est-ce que, est-ce qu'il y a comme une performance humaine pour la fairness, qu'on peut dire maintenant, on a atteint une fairness humaine ou quelque chose comme ça? doit sûrement y avoir des travaux là-dessus, mais je ne les connais pas. OK. Mais aussi, une des chances quand même qu'on a, c'est que. Parce que souvent, on dit les humains sont biaisés, donc arrêtez de demander au système d'IA d'être moins biaisé que les humains. Mais en fait, je dirais que c'est une occasion de. Quitte à faire des systèmes qui. En gros, les systèmes d'IA, ils vont être utilisés sur des millions de personnes. Donc, contrairement à une personne, l'impact de un humain qui prend quelques décisions, là, ça va Mhm. être à large échelle, mais c'est aussi l'occasion de corriger des biais qui sont avec des machines qui sont beaucoup plus faciles à corriger que des humains. Si je veux apprendre à, je sais pas, à 100 personnes je sais pas, du système d'immigration au Canada à oublier leurs préjugés, bah, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de formation, beaucoup d'exemples, alors que si c'est un système d'IA qui va être utilisé, si je prends le temps de régler les biais, bah, l'impact. Donc c'est une occasion aussi peut-être de débiaiser ou de limiter les discriminations qu'il y avait avant par des humains dans la société. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Ok. Ouais. Je... il y a d'autres questions. Moi, je vais me faire aussi l'avocat du diable. Ok. Je vais faire deux Ça avocats du marche. diable. Et il en a En de la fait, chance, le diable. hein? Il en a de la chance, le diable. Oui, là, c'est ça, le diable. Pierre, il Bah, a fait deux avocats. pendant ce temps, je pense que l'incendie est. Un incendie? Il y a de plus en plus de feux. Ah, ici, ça sent elle brûler pas mal. Donc, pour ceux qui sont à distance, vous ne le voyez pas, mais il y a un incendie au coin de Sherbrooke et Parc. Il y a de plus en Ouais, Ouais. ça Ok. sent. Ouais, ouais. Ok. Ma question, en fait, Claude a pris ma question parce que j'ai écrit My job is not to be fair or to fix society. I make money by assessing risk. Et l'exemple numéro un, c'est l'assurance. Mais tout ce qui est underwriting, la souscription pour plein de produits financiers, that's how they make money. J'essaie d'évaluer un risque et, et je me base sur des statistiques pour dire si je prends un client qui fixe ce profil-là, il a tant de chances de faire défaut sur son emprunt. Et donc, je ne vais pas le prendre parce que sinon, je vais perdre de l'argent. Mais ouais, je sais que dans le domaine des assurances, ils ont aussi beaucoup de réflexions sur la discrimination. Donc, Comment on connais fait plus. dans les banques? Non. À la banque, tu vas demander une hypothèque. Ils vont regarder si ton salaire, ils vont discriminer sur la base de Sur ton salaire, mais s'il te dit votre origine ethnique est problématique, je ne vous donne pas le prêt. Même si. Donc, c'est ça la base du salaire. Le salaire, c'est une chose, l'origine ethnique, c'est quand même très différent comme. Il y a déjà des banques qui sont en test, qui font des robots qui sont en train de faire la décision. Bah, c'est ce genre de système où toutes ces questions de discrimination. Des secrets, de pas quoi. Les banques, la banque devrait y avoir d'être humain. Il n'y a pas les échanges parce que là, il y a. L'autre point que je voulais amener, c'est un système à base de règles. Ce n'est ni transparent, enfin, c'est lisible. Ouais. Mais if anybody thinks they can figure out what the system decides en regardant les règles, ils se trompent.
Mais ouais, une des choses que j'aurais dû dire, c'est que la taille aussi quand je disais un système de règles, ça dépend aussi du nombre de règles. Donc, Les mêmes questions de faire de cette équité peuvent aussi avoir lieu avec des systèmes à base de règles, où on a des règles individuelles. On peut les regarder individuellement, elles ont l'air innocentes, ouais. mais la combinaison des règles ensemble font que, par exemple, si tu fais tel profil, tu ne seras jamais accepté pour un. Donc, Mais ça rejoint un peu la question de Jean-François qui demandait est-ce que l'analyse de l'équité s'applique juste à des modèles ou à d'autres systèmes? Comme je disais, un système juste à base de règles, ça peut avoir les ouais, mêmes enjeux de. c'est les mêmes enjeux, puis c'est des problèmes indécidables avec un truc de règles, ça revient à du tout, comment on appelle ça? Tu prends un ensemble à base de règles, savoir si la preuve va aboutir dans une situation ou dans une autre, c'est non décidable. Ouais, ouais, ça doit être, tu peux relier ça à des problèmes 3 SAT, j'imagine. Ouais. Donc, en tout cas, super bonne question. Excellente présentation. Moi, ça m'a. Il y a encore des questions au fond. Oui, oui. Non, mais je savais pas si tu avais fini. Ok. Est-ce que vous pensez que disons, on a appris que l'électricité, c'est vraiment un sujet très important, d'ailleurs en industrie. Pensez-vous qu'il y a comme des compétences en éducation en informatique? Est-ce que l'équité devrait être une idée centrale dans l'éducation informatique qui est aujourd'hui comme dorénavant pour le futur? Ou est-ce que c'est vraiment dans l'industrie où ça devient un enjeu? Bah, je pense que dans l'éducation, il y a quelqu'un qui a mentionné le terme EDI, par exemple. Donc, pour nous, chercheurs, l'équité, diversité, inclusion, c'est comme. Enfin, là, je parle plus du coup des projets de recherche, mais c'est comme central maintenant d'expliquer comment on adresse ces enjeux-là dans notre recrutement et dans la recherche, dans les demandes de subventions. Mais il y a aussi enfin, je pense que ce qui manque, c'est au niveau de l'éducation pour les formations techniques. Il y a très peu de discussions sur les enjeux éthiques. Donc, il y a. Ouais. Métriques de pays que de plus en plus on essaie de prioriser dans les études scientifiques, mais dans l'éducation elle-même de l'informatique et avec les étudiants comme du début de leur éducation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait de plus en plus centraliser Je pense, ouais. Donc, dans les formations où les gens deviennent comme les maîtrises en apprentissage machine, je pense qu'il y a très peu de cours sur les enjeux éthiques des modèles et même en informatique en général, sur les enjeux de société de l'informatique. Si je prends l'exemple de l'UQAM, je ne sais pas si ça a changé, mais on a essentiellement un cours informatique et société que les étudiants suivent. Donc, il y a un cours dédié aux impacts sociétaux de l'informatique dans la formation. C'est sûr que d'en avoir plus, ça serait, je pense, intéressant. Est-ce que c'est un cours obligatoire? Oui, ils prennent souvent, ils doivent avoir fait un certain nombre de crédits. Donc, souvent, je pense que les étudiants prennent la 3e année de bac. Oui, je vois qu'il y a une autre question derrière. Je ne sais pas si c'est relié à. Oui, c'est lié. Ok, du coup, ouais. C'est lié à ça, parce on est en train de regarder la question dans l'académie, qu'est-ce qui se passe. Et quand on traverse la rue, on va vers les entreprises, c'est pas ça le point de vue. Alors, le point de vue, c'est que c'est le washing, ça veut dire EDI, est-ce que c'est quelque chose, ça représente plus d'investisseurs, est-ce que ça représente quelque chose là, on va aller de l'avant. Est-ce que, par exemple, l'équité, c'est quelque chose d'important? Alors, on va aller de l'avant, mais on va aller de l'avant d'une façon qu'on va garder le profit, parce que si on fait le machine learning de cette façon et tout à coup, ça nous montre, ça nous donne des employés vraiment plus équitables, mettons, dans l'équité qu'on a utilisée, mais que ça baisse notre productivité. Mais là, ça veut dire que l'algorithme n'était pas très bon pour notre productivité. Il y a aussi une question au-delà de l'éthique de la société. Il y a cette question que les entreprises, un peu comme AFED et l'émission ont mis sur la table, c'est le profit. Et là, comment on peut aligner cette notion ici et tout en gardant la notion de garder les entreprises en santé. Après, je pense que Ok, je vois que tu veux répondre. Vas-y. Pas forcément, je vais faire aussi l'avocat du diable, parce qu'il y a une tendance, là, on est en train de faire une recherche au Canada avec le centre, il y a une tendance que les entreprises voient plus l'équité comme plus-value, parce que
les investisseurs, ils sont plus orientés sur ça. Ceux qui apportent de l'argent, les jeunes, c'est une autre culture. Ils veulent que ça soit ils veulent que ça soit citoyenne, sociale, entreprise. Donc, il y a un certain mouvement qui vient là, pour le dire. Donc, on va demander forcément des algorithmes positifs. Sinon, j'allais dire, c'est bon, s'il y a aussi une fois qu'une loi est en place qui fait que tu peux avoir des amendes, si tu as une loi en place qui fait que tu peux avoir des amendes si tu ne respectes pas ces enjeux-là, c'est aussi indirectement une façon pour les entreprises de préserver leurs profits dans le sens où si elles disent, moi, je m'en fous de l'équité, mais que j'ai 5% de mon... Je trouve intéressant de débat avec les investisseurs et tout ça, Ouais. mais il n'y a aucun investisseur qui va investir sans savoir combien il va faire à la fin de l'année en termes de dividendes. Ça devient de plus en plus difficile, ça, sur le plancher. Mais évidemment, c'est pour ça que je parlais de la question de monétiser les cookies, parce que j'enseignais un MBA à Paris. Et là, il y a ils ont développé un genre de chat. Et là, c'est pour monétiser les cookies. Ça veut dire, maintenant, je ne sais pas, est-ce que j'accepte, je refuse, etc. Alors, l'idée, c'était que j'accepte, mais je reçois en échange pour l'information de rentrer là-dedans en certains montants. Ils ont trouvé un peu comme une porte de sortie à la question des données privées et comment on va utiliser ça. Évidemment, ça crée l'inéquité parce que c'est clair que les gens qui acceptent. Bah, si tu es riche, tu vas dire non. Qui ont besoin de l'argent. Mais c'est une force et je regardais pas, je suis peut-être plus au courant de cette loi. Il y avait déjà, il y a 10 ans, il y avait des entreprises, par exemple, une entreprise qui s'appelait DataCoop qui a disparu, mais qui disait donnez-moi vos données, puis dites-moi à qui vous êtes prêt à donner quoi. Donc, ils proposaient d'être comme un intermédiaire. Je pense qu'il y en a eu aussi au Québec qui disait je vais être l'intermédiaire entre vos données et les entreprises. Mais les sommes aussi étaient très. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas. Comme j'ai expliqué ma raison, mais si on commence à dire que les données personnelles, c'est une communauté finalement. Ouais. Ça, c'est basé sur quelque chose sur la loi, c'est pas mon domaine, ça, c'est Mais c'est ça, ouais. Moi, je suis pas trop pour donner un prix à la vie privée pour des questions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Le fait de passer d'un droit humain à une commodité. Je comprends. Ouais, il y avait une autre question. Un petit complément sur ça, étant du côté industrie, je peux commenter sur ce que c'est d'être éthique dans mon business et autres. C'est très difficile de trouver l'investissement, quasiment impossible, parce que tout ça cute, ce que tu es en train de faire, mais ils sont tous. Pour revenir à l'élection, c'est très intéressant aussi. Si on engage du monde, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas formés pour penser. C'est soit les ingénieurs, c'est je veux résoudre un problème, c'est ça qui est le focus. Puis je dirais que oui, c'est vraiment le fun. Si on veut que la prochaine génération soit plus. Il faut leur occuper aussi dans ces écoles. Puis pour des consommateurs, c'est ça aussi pour acheter des choses différentes. Mais comme je t'en ai dit ça. la génération Alpha. Peut-être. Bon, je vais juste libérer les gens. Je pense qu'il n'y a peut-être plus personne à distance, mais je pense qu'on a fini la période. Merci pour les gens à distance.